focus sur la péninsule ibérique pour ce nouveau numéro de Méditerranéo. En Catalogne tout d'abord, nous verrons comment un village en milieu rural a vécu et vit encore la crise de ces derniers mois avec l'Espagne et sa posture vis-à-vis de l'indépendance. Au Portugal ensuite, retour au pays pour des milliers de descendants des Juifs chassés pendant l'Inquisition. Ils peuvent maintenant reprendre la nationalité du pays, ce que permet une loi votée en 2015. Détour ensuite par la plus colorée des îles de la lagune de Venise, au sens propre. Vous saurez pourquoi les maisons de Burano sont toutes d'une couleur différente. Enfin, notre séquence mémoire reviendra sur la création d'une radio et d'une télévision pour les Kabyles de France. Berbère TV, c'est son nom, s'adresse maintenant et toujours au monde entier via Internet. À une centaine de kilomètres au nord de Barcelone, le village de Pals est pris depuis plusieurs mois dans la tourmente de la crise avec Madrid, comme l'ensemble de la Catalogne. Dans cet intérieur rural, plus qu'ailleurs, la revendication indépendantiste est une évidence, ce qui n'empêche pas les habitants de s'interroger sur le devenir de la société catalane. Le poids de l'histoire. Dans ce village médiéval de Pals, au cœur de l'Empordà, chaque coin de rue vous ramène au passé. Magnifiquement conservé, c'est l'un des villages les plus visités par les touristes qui se rendent en Catalogne. Les quelques 3000 habitants de cette commune de l'intérieur ne cachent ni leur fierté ni leur chance de vivre dans cet environnement privilégié. La culture, c'est un symbole, c'est ce qui nous forme depuis toujours. On a tous notre propre identité, c'est ce qu'il faut retenir. Le peuple catalan a sa propre histoire, sa propre identité, comme d'autres peuples dans le monde. Toutes nos traditions si particulières, elles sont là pour le rappeler, il ne faut pas l'oublier. À Pals, l'histoire offre un joli clin d'œil à l'actualité et à la crise d'identité que traverse la Catalogne aujourd'hui. En 1501, sous le régime du roi Ferdinand, ce village devint une municipalité indépendante avec les privilèges d'une ville et le pouvoir de prélever des taxes. Cela ne dura que 2 ans, le pouvoir espagnol annulant ce statut particulier. L'histoire n'est jamais qu'un éternel recommencement. Toute notre histoire tourne autour de son identité. Entre les rois de France, ceux d'Aragon et la place de notre pays dans ce contexte, ça a toujours été compliqué. Ici, à Pals, on symbolise un peu tout ça. La crise de la société catalane n'affecte pas que les grandes villes. C'est tout un territoire qui s'interroge sur son avenir. Les habitants de ce village se sentent directement concernés par la succession d'événements qui touchent leur pays. L'heure est à toutes les interrogations. Nous vivons une situation des plus confuses. Elle est très difficile à vivre. On vient par exemple d'emprisonner la présidente du Parlement catalan, Carmen Forcadell, même pour une nuit, car elle doit payer une caution de 150 000 € pour sortir. Et puis la moitié du gouvernement catalan est actuellement derrière les barreaux. Une autre partie avec notre président exilé en Belgique. Tout cela, on le vit très mal. La période actuelle est très difficile au quotidien. Il faut garder l'espoir. Mais ce n'est pas évident de rester optimiste dans ces moments d'aussi grande tension. Il y a de fortes mobilisations populaires dans les grandes villes comme à Barcelone ou à Gérone. Comment cela se passe ici dans un petit village comme le vôtre ? La mobilisation est la même, mais à notre échelle. Chaque fois qu'il y a une pétition ou une manifestation de soutien organisée, il y a toujours 200 personnes qui se rassemblent devant la mairie, sur la grande place.
pour dire aussi que dans nos petites communes, nous soutenons la lutte pour l'indépendance. Et pour cette grande manifestation de Barcelone prévue afin de défendre notre dignité, nous avons affrété 2 bus. Au-delà de l'accélération de l'histoire politique en Catalogne, il est un sentiment qui prédomine ici. C'est celui de l'incompréhension et d'une certaine forme de mépris affiché par l'État espagnol. Un manque de dialogue qui a du mal à passer. Pour un petit village comme le nôtre, la situation conflictuelle d'aujourd'hui est très difficile à vivre. Et cela dépasse tes opinions politiques. Que tu sois indépendantiste ou non, ce que tout le monde veut par-dessus tout, c'est que l'on nous respecte, que l'on respecte la Catalogne. Et ce, quel que soit ce que tu penses politiquement. Il n'y a pas de fracture idéologique au niveau des petites communes. C'est le cas ici à Pals. C'est différent dans les grandes villes, où la population est beaucoup plus importante. Là-bas, il y a beaucoup plus de diversité d'opinions. Quel que soit le résultat des futures élections, comment voyez-vous le devenir de la société catalane? Je crois surtout qu'il faut que l'on réapprenne à se parler, à dialoguer à nouveau. Il faut que l'on trouve une solution avec le gouvernement, mais surtout sans se laisser piétiner, humilier comme maintenant. Trouver une solution, c'est le rôle des hommes politiques. Dans ce petit village de Pals, comme pour le reste de la Catalogne, tout le monde en appelle au dialogue. Aujourd'hui, cet objectif semble des plus difficiles à mettre en place. Dans cette cité médiévale, on ne voudrait surtout pas que l'histoire répète un mauvais scénario avec un affrontement sans concession entre l'Espagne et la Catalogne. Au Portugal, depuis 2015, la loi du retour permet aux descendants des Juifs chassés pendant l'Inquisition de revenir sur la terre de leurs ancêtres et d'acquérir la nationalité portugaise. Depuis cette décision, des dizaines de Juifs venus de France, de Turquie, d'Amérique latine ou même d'Israël ont choisi de faire ce chemin sur les pas de leurs aïeux. Certains considèrent ce pays comme le plus sûr pour eux. Alors que Lisbonne plonge doucement dans le sommeil, à 22h ce soir-là, il est un homme peu décidé à ralentir le rythme. 1 an déjà que le peintre David Kessel s'est établi à Lisbonne, un changement qui se ressent jusque dans ses peintures. Lorsqu'on se réveille le matin avec une lumière pas possible, ça vous remplit en vitamine D et ça vous incite à forcément peindre avec encore un peu plus de couleurs que d'habitude. Le Portugal, c'est ici désormais qu'il se sent le mieux, en tant qu'artiste, mais aussi en tant que juif. D'une mère juive originaire de Roumanie, David Kessel dit avoir été bercé de prières séfarades dans son enfance. Sa mère, dit-il, est probablement une descendante de juifs portugais, expulsés du pays à partir du XVe siècle. J'ai une impression assez bizarre, comme de revenir à la maison. Il y a quelque chose qui me prend, comme si il y avait un appel quelque part. L'intuition grisante d'être qui sait, sur la terre de ses ancêtres, suffit à son bonheur, mais d'autres vont encore plus loin. En 2015, le Portugal a pris une décision historique. Octroyer la nationalité aux descendants des Juifs expulsés du pays pendant l'Inquisition. Depuis, les demandes affluent du monde entier, Israël, Brésil, Turquie, France ou encore États-Unis. Mais pour obtenir la nationalité, encore faut-il prouver son ascendance juive portugaise. Cette avocate lisboète se charge d'aider les demandeurs dans leur démarche. Les noms de famille révèlent beaucoup d'informations sur l'histoire, l'origine des personnes. Ils permettent de retracer leurs ascendances. Ça nous permet, dans bien des cas, de remonter assez loin et de prouver l'appartenance effective à l'ancienne communauté juive séfarade du Portugal. 300 personnes ont déjà acquis la nationalité portugaise. 4000 autres ont déposé un dossier. Et pourtant, peu acceptent de se livrer sur ce rapprochement avec le pays de leurs ancêtres. Comme si, 5 siècles plus tard, la blessure était encore à vif. Dans les rues tortueuses de Porto,
Sur les traces de cette histoire douloureuse, Ricardo Brochado, historien, nous sert de guide. Ici, c'est la rue San Miguel. Sur la plaque, c'est écrit « Ancien quartier juif ». Ça remonte au XVe siècle. À l'époque, il y avait plusieurs zones de la ville habitées par des juifs. Ce quartier est le dernier duquel ils ont été expulsés. Les juifs sont alors considérés comme infidèles et dangereux par les autorités de l'époque. Elles leur demandent de se convertir au catholicisme. Ceux qui refusent en payeront le prix fort. Au XVIe siècle est arrivée l'Inquisition et elle a tout balayé sur son passage. Beaucoup de choses ont été détruites. Les propriétés des Juifs, par exemple, ont été rasées. On a des documents qui prouvent tout cela. Tout ce qu'on peut voir aujourd'hui, ce sont des maisons autour de nous qui datent du XVIIIe siècle. Elles ont été édifiées sur des décombres de maisons appartenant à des Juifs au XVe siècle. Sous l'influence de l'Espagne intolérante des rois catholiques, le Portugal s'en prend à son tour à ces Juifs. Jusqu'à la synagogue du quartier sera détruite. Aujourd'hui, seules des plaques rappellent sa présence à l'endroit même où a été édifiée une église. Au début du XXe siècle, une nouvelle synagogue a été édifiée à Porto. Tournée vers l'avenir, elle n'oublie rien du passé. Clara Fernandes, Clara da Fonseca, Clara da Silva. Vous voyez, ce sont des noms bien portugais. Tous ces noms sont ceux de personnes juives qui ont été traduites en justice. Certaines ont été condamnées à mort. D'autres ont eu des peines moins sévères, mais toutes ont été punies par l'Inquisition d'une façon ou d'une autre. Avec la loi du retour qui a été adoptée au Portugal, cette histoire qui semblait figée dans l'horreur est en train de reprendre vie. De plus en plus, des descendants de Juifs du Portugal contactent le responsable de la communauté juive de Porto en vue d'une éventuelle installation sur la terre de leurs lointains aïeux. Le climat antisémite qui existe dans plusieurs pays européens comme la France pousse beaucoup de Juifs à s'installer ailleurs. Même si l'endroit idéal pour les Juifs restera toujours Israël, on peut estimer qu'en Europe, le Portugal est le meilleur endroit capable d'accueillir les Juifs. C'est l'endroit le plus sûr pour eux. La loi religieuse juive nous interdit de filmer l'office du Shabbat, mais Michael Rothwell nous l'assure. Désormais, les rangs de sa synagogue bruissent de langues et dialectes des 4 coins du monde. Jour après jour, il est devenu le témoin privilégié de la fascinante renaissance de la communauté juive portugaise. Burano, on pourrait la confondre avec Murano puisqu'il s'agit de 2 îles de la lagune de Venise, mais sur place, plus de confusion possible. Moins connue que sa sœur quasi homonyme, réputée pour ses verreries, Burano est connue pour ses broderies, mais surtout pour la palette de couleurs de ses maisons, toutes différentes les unes des autres. Un bijou multicolore. Arriver à Burano par la lagune, c'est comme se glisser dans un tableau du XVIIe siècle, se laisser envahir par une explosion de couleurs. Gino aime entrer en bateau le matin dans la petite cité vénitienne. Comme peintre du village, il connaît bien ces maisons. Il a travaillé sur la plupart d'entre elles. L'histoire raconte que chaque maison est d'une couleur différente parce que, comme ça, les pêcheurs de notre île pouvaient la reconnaître lorsqu'ils revenaient de 5 ou 6 mois passés en mer. Ce jour-là, il va faire quelques finitions sur la maison d'un ami. Ensemble, ils aiment se rappeler en souriant cette mésaventure qui expliquerait pourquoi aujourd'hui, Burano est multicolore. C'est un pêcheur qui revient après une longue période en mer. Il y a du brouillard. Toutes les maisons se ressemblent. Il est perdu. Il demande alors à une femme qui est devant chez elle si elle sait où il habite. Alors elle répond, en colère. « Quoi ? Tu ne me reconnais même pas ? Je suis celle que tu as épousée avant de partir il y a 3 mois. » Légende ou histoire vraie ? À Burano, même les anciens ne savent pas vraiment.
Mais depuis 400 ans en tout cas, les petites maisons de pêcheurs, toutes identiques, arborent chacune une façade d'une couleur éclatante, différente de sa voisine. Et aujourd'hui encore, tout le monde a devant chez soi une barque pour partir pêcher dans la lagune, avec Venise en toile de fond. Marco est un Français originaire de Burano. Avec sa femme, Françoise, il revient régulièrement sur l'île, dans la maison de ses ancêtres. C'est une maison typique ? Maison typique avec la grande cheminée en bas, toujours été cette couleur. Elle n'a jamais changé de couleur. Elle est associée à plein de souvenirs d'enfance et des retrouvailles avec la famille, quoi. Une maison de pêcheurs où l'on vivait nombreux. À l'époque, il y avait 5-6 personnes qui dormaient là sur des lits à étages. La vie a été très très dure. Il n'y avait qu'un seul salaire par famille, le père qui était donc pêcheur, qui ramenait le poisson qu'il mangeait, c'était leur seule nourriture. Et en fait, il y avait en moyenne 10 enfants par famille. Donc ils vivaient à 12 dans une maison comme celle-ci de 40 mètres carrés. Les pêcheurs préféraient alors vivre ensemble dehors, devant leur maison. Marco et Françoise aiment faire revivre cette tradition avec cet autre couple qui n'a jamais quitté l'île. Mon frère était ami avec le père de Marco. C'est très beau de sa part de revenir ici, de retourner au village où il retrouve ses racines. Et comme ce village coloré ne peut décidément rien faire comme les autres, son campanile est aussi une attraction. Il penche tellement que l'on dirait qu'il va tomber. Avec la pêche, l'autre activité traditionnelle de l'île, c'est la dentelle. Paola a 75 ans, elle manie l'aiguille depuis l'âge de 10 ans. Toutes les femmes de l'île se rassemblaient sur les placettes pour travailler la broderie. Et nous, les enfants, on était à côté d'elles comme ça, on se tenait tranquille. Et c'est ainsi que j'ai commencé. Le seul revenu pour les hommes, c'était la pêche et les femmes, elles apprenaient la dentelle. Il y a longtemps, Paola a essayé d'habiter un temps sur la terre ferme. Mais non, ce n'était pas pour elle. Son île lui manquait trop. Ici, tout est à dimension humaine. Tout le monde connaît tout le monde. Vraiment, c'est formidable d'habiter ici. Ici, comme nulle part ailleurs, les habitants et les visiteurs d'un jour se côtoient en parfaite harmonie. Il suffit souvent de traverser un pont ou de se perdre au bord d'un canal pour abandonner la foule et s'engager dans des ruelles intactes et tranquilles du cœur de Burano, le village arc-en-ciel. Préserver la culture, l'histoire d'un peuple, transmettre ses traditions ou tout simplement sa langue, c'était l'ambition d'une poignée de Kabyles de Paris lorsqu'ils ont lancé Berbère TV au début des années 2000. Un pari réussi, à l'époque elle émettait seulement 4 heures par jour, et aujourd'hui elle compte plusieurs chaînes et toujours une radio, diffusée aussi bien par satellite que par Internet. Retour sur les débuts de BRTV, c'est la séquence mémoire de cette émission. Je me rappelle cette nuit d'orage, entouré de mon père et de ma mère, en exil dès mon jeune âge. J'ai préparé mes affaires pour mon premier voyage, m'exiler au-delà des mers. Je revois d'ici mon village. Paris, principale destination de l'immigration berbère, et notamment ceux d'Algérie, les Kabyles. Beaucoup montent des bars, des bistrots. Leurs enfants et leurs petits-enfants font des études, deviennent avocats, médecins, architectes. Ils ont la nationalité française, ils vont en Kabylie pour les vacances. Ce sont eux qui ont fondé une radio, puis une télévision berbère à 2 pas de Saint-Germain-des-Prés. La télévision berbère diffuse quotidiennement de 19h à 23h.
Quant à la radio berbère, elle diffuse 24 heures sur 24. En nous écoutant, vous participez à l'épanouissement de la culture berbère. Leurs ondes portent loin. Ce couple, par exemple, des Kabyles de Stockholm, venus de Suède exprès pour s'exprimer au micro dans leur langue. Moi, c'est en Suède que je fais mes études. Je souhaite apporter mon témoignage ici. Pour créer des liens entre les membres de sa communauté ou les membres de son peuple, il est nécessaire aujourd'hui d'avoir un moyen de communication, un média, une radio, une télé. Un peuple sans médias, c'est un peuple qui n'existe pas. Et la télé, comme vous le savez très bien, c'est un outil qui est omniprésent dans les foyers aujourd'hui. Et sans la télé, on est appelé progressivement à disparaître, culturellement parlant. Pour sauver par le son et l'image cette culture qu'ils estiment menacée, des Berbères de Paris ont engagé 12 millions de francs, plus d'1 800 000 €. Même ainsi, les équipes de BRTV sont maigres et pas toujours composées de professionnels, mais elles sont animées d'un enthousiasme militant. Ce jour-là, on tourne un portrait très positif. Une jeune femme française par sa mère et kabyle par son père, avocate dans un grand cabinet parisien. Il est peut-être souhaitable qu'on ait le parcours de vos parents pour voir un peu votre histoire. C'est un peu compliqué effectivement ce parcours. Donc mon père est né en Algérie et plus particulièrement en Kabylie, en fait du côté d'Oued Mizour, dans la vallée de la Soumam. Émotion et réussite, c'est ce que cherche BRTV pour son émission Oudem, visage en berbère. La télévision berbère, l'originalité, c'est qu'on reconstitue notre histoire. On reconstitue notre histoire à travers les hommes et les femmes, mais en même temps à travers les événements, les sites qui ont composé cette longue histoire berbère. BRTV a commencé à émettre en janvier 2000, après avoir trouvé 1300 abonnés qui ont chacun réglé 1900 francs, 290 €, assurant à la chaîne un an d'existence. Les abonnés sont aussi les sujets d'une émission de la chaîne, BRTV chez vous, évocation de la vie de chaque famille, de son émigration, de son intégration et naturellement de son attachement à la culture berbère. يماس اكلينات معمر الزلف لك بي ار تي في نار نتاي دينين انصوف يسون ارو خاميو الزلف لك الزلف لاون بي ار تي في bienvenue chez moi 77 collégien. D'outre-Méditerranée, BRTV reçoit un courrier nombreux, naïf et passionné, où toujours se lie l'aspiration à cette reconnaissance des spécificités berbères et particulièrement kabyles que défendait Lounès Matoub, le chanteur assassiné. Là-bas, dans les douars, une parabole et un décodeur ramenés de France permettent, après quelques bricolages, de desservir des dizaines de téléviseurs. C'est un motif de fierté et d'inquiétude pour les Parisiens, l'audience sans les revenus qu'elle devrait générer. D'ailleurs, chaque fin d'après-midi, ils mesurent les difficultés quand il s'agit d'emporter, depuis la salle de montage installée dans un cabinet d'avocats de Montparnasse, les cassettes des 4 heures d'émissions quotidiennes, qui doivent être chargées impérativement avant 19 h dans les appareils de lecture de l'immeuble de France Télécom rue Cognac-Jay. BRTV a passé contrat pour être ainsi diffusé par le biais du même satellite que celui des chaînes françaises, Télécom 2B. 4 heures chaque jour, de 17 à 21 h GMT, dont 1 heure en clair et 3 en images cryptées. Ce soir-là, à Marseille, la deuxième ville berbère et kabyle de France, après Paris, on attend de pied ferme le signal de BRTV. On a fait venir au salon des amis et surtout les enfants pour Baba Castor, le père Castor, des histoires européennes adaptées en berbère. Vous pensez que cette télévision, ça peut changer quelque chose pour eux, pour les enfants? Oui, comme ça, elle ne perd pas la langue. Elle prendra mieux. Si aujourd'hui cette culture arrive a survécu jusqu'à ce jour, c'est un petit peu grâce à nos mères, hein, parce que c'est les mères qui ont transmis d'une génération à l'autre. Aujourd'hui, on s'est dit, bon,
Et on est au XXe siècle. Il ne faut plus continuer à travailler dans ce sens-là, de cette méthode-là. Le mieux maintenant, c'est de transmettre par écrit cette culture et puis bien sûr de la diffuser à travers la télé, à travers la radio. L'Algérie, mon beau pays, je t'aimerai jusqu'à la mort. Loin de toi, moi je vieillis. Rien n'empêche que je t'adore, avec tes sites ensoleillés, tes montagnes et tes décors. Ainsi s'achève Méditerranéo pour aujourd'hui. À bientôt pour de nouvelles découvertes en Méditerranée.